On nous en a fait la promo et parlé pratiquement sur tous les médias. On l'attendait pour juillet-août en format papier dans nos boîtes aux lettres. Tout compte fait, c'est en version numérique qui fait son apparition. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va décortiquer et analyser le guide de survie du gouvernement. Vous allez me dire pourquoi une version numérique et pas une version papier comme il était prévu. On va pas se mentir, c'est tout bonnement parce que la population française n'est pas apte à recevoir ce genre d'infos. À mon avis, ça pourrait créer un big vent de panique, d'où une version numérique qui passe sous les radars. Et pas besoin d'en faire la publicité puisque personne ne sait que c'est paru sur le site du gouvernement. On ne peut pas manipuler psychologiquement une population et d'un seul coup lui lâcher une bombe qui pourrait nuire à tout le travail qu'ils ont fait en amont. Il y a la volonté de préparer la population, mais surtout pas de la faire baliser. Notre super guide, nommé Tous responsables face aux risques, agissons, a été divulgué il y a quelques jours sur le site du gouvernement. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est un fait exprès suite à la prise de parole du général Mandon? J'en sais rien, mais je vous laisse à la réflexion. En tout cas, vous avez cette version numérique et si toutefois vous souhaitez l'imprimer, sachez que vous pouvez. Il se présente sous une trentaine de pages et vous avez même la version simplifiée pour ceux qui sont les plus couillons d'entre nous. Il se définit en 3 axes principaux. Bien préparé, bien protégé, tous engagés. Avec ça, on va aller fort et loin, je pense. En tout cas, souvenez-vous, il y a 8 ans, pour les plus fidèles d'entre vous, j'avais fait une vidéo sur les risques majeurs. Si vous voulez la revoir, cette vidéo est toujours dispo sur la chaîne, bien entendu. Mais sans déconner, soyez indulgents. Je n'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui pour faire des grands discours. Et j'avoue, j'avais un son vidéo, mais pourri de chez pourri. Encore plus pourri que celui-là que je suis en train de vous donner. En tout cas, on va comparer les deux et on va voir s'ils nous ont réchauffé le plat ou s'ils ont mis quelques petits trucs en plus. Commençons par le commencement. Je vais vous lire le préambule. Tous responsables. Chaque jour, vous êtes témoin d'un monde en crise. Pour ça, il n'y a même pas besoin de bouger de chez vous. Vous allumez la télé, vous mettez sur BFM TV et vous allez être servi. Accélération des événements climatiques extrêmes, pandémie, guerre en Europe et au Proche-Orient, tensions commerciales, crise énergétique, etc. Notre société doit s'adapter pour être plus forte. Chaque citoyenne et chaque citoyen est acteur de sa sécurité et de celle de la nation. Rien que ça. La résilience désigne votre volonté et notre capacité commune à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, à poursuivre notre vie dans des conditions acceptables, à rétablir rapidement notre fonctionnement ordinaire. Ce guide vous présente des outils pour vous préparer à faire face à une crise majeure, quelle qu'en soit l'origine. D'accord. Eh ben, c'est parti, j'ai envie de dire. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Nous savons tous qu'une rupture dans la normalité peut engendrer bien des choses. Et des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, de savoir et de faire. Mais, vous inquiétez pas, dans ce super guide, on vous apprend à constituer un kit d'urgence. Eh bien, on va le constituer, ce kit d'urgence. Et puis, je vais vous dire si on peut faire face à une situation ou pas. Et pour ma part, ce que j'aurais mis dans ce fameux kit. Bon, déjà, c'est pas clair. Il est bien indiqué, je constitue mon kit d'urgence, a priori, dans un sac à dos. Pour ma part, le sac à dos, c'est pour évacuer. Mais bon. Ensuite, quand on regarde les pages suivantes, concernant la checklist, on est sur une illustration d'un placard. Il n'y a rien de percutant, il n'y a rien de cohérent en fait.
On est sur de l'évacuation ou on est sur un kit pour rester à la maison? Un kit de 72 heures, c'est quand, entre guillemets, tout va bien. C'est rarement le cas quand on parle de grosses pannes électriques, d'inondations, de routes coupées pour cause d'avalanche ou autre. Et je parle même pas en temps de guerre. On a tous vu aux 20 heures des villages qui sont coupés du monde sans possibilité de réapprovisionnement car les routes étaient bloquées. Le temps que les secours se mettent en place, qu'il y a une action pour la plupart des cas, ça va bien au-delà de 72 heures. Pour moi, un citoyen prévoyant devrait au moins avoir minima 2 semaines à 1 mois de stock, afin de pallier aux premiers jours, voire aux premières semaines de cette rupture de la normalité. Récapitulons. Nous avons la lampe de poche, les piles, le chargeur de portable et la batterie externe. Je vais essayer de ne pas m'énerver déjà. Ça commence bien. Expliquez-moi comment on recharge son portable s'il n'y a pas d'électricité. Expliquez-moi la logique en fait. Pareil, une fois que la batterie externe est vide, vous la rechargez comment? Pour ma part, et pour ma part, hein, déjà, je sais très bien qu'on va pas mettre un groupe électrogène, une station électrique portative dans un sac, hein, mais encore une fois, c'est pas cohérent. On ne sait pas si on doit rester sur place ou si on doit évacuer. Mais bon, un groupe électrogène, une station électrique portative là, avec les panneaux solaires, ou même les petits panneaux solaires qu'on peut trouver un petit peu partout, là, ça serait peut-être utile, non? Pour avoir de quoi recharger si toutefois on n'a pas de jus. Après, une lampe poche pour éclairer toute la maison, bah, vous me direz comment vous faites, hein. Pour moi, c'est pas possible. Déjà, une lampe de poche, ok, mais une frontale, ça serait peut-être mieux. Ça permettrait de vous libérer les mains. Après, moi, je privilégie toutes les lampes qui sont à LED. Déjà, c'est moins énergivore. Et puis, pour les recharger, ça met pas trop pour moi, en fait. Après, j'ai envie de vous dire, il existe une multitude de lampes. Vous avez les lampes de camping, bah, les lampes de poche, bien sûr. Vous pouvez trouver... je crois que j'en ai vu, moi j'en ai en tout cas, mais j'avais vu quelqu'un d'autre qui en avait sur Instagram. C'est les petites lampes à trépied là, qui sont rechargeables par port USB, qu'on peut trouver à Action pour pas cher. C'est pareil. Si vos lampes ne se rechargent pas par USB, prévoyez un super bon stock de piles. Parce que je peux vous dire qu'une fois que vous les avez allumées pour éclairer à droite à gauche, bah, ça en bouffe de la pile. Pareil, si vous avez de quoi recharger, prévoyez des piles rechargeables. Bon, après, qu'est-ce qu'il nous prévoit au niveau chauffage? Des bougies. Sincèrement, pour moi, c'est en dernier recours. Vraiment, si vous êtes à l'article de la mort, sans lampe, sans électricité, sans rien. Vous êtes déjà en situation dégradée, n'allez pas provoquer un suraccident et mettre feu à votre habitat, car malheureusement, on sait qu'un accident peut vite arriver. Sincèrement, privilégiez les lampes. Après, pour ce qui concerne le chauffage, là c'est cool. Vous avez des vêtements chauds dans votre kit et une couverture de survie. Quand la température elle va descendre en dessous de 0, pas sûr que ça fasse totalement le job, hein. Moi, je penserais aux vêtements thermiques déjà. Nous, je sais qu'on en a pour sortir, surtout pour le petit quand il fait super froid. Le fait d'avoir des vêtements thermiques, ça va vous permettre de ne pas trop perdre en chaleur corporelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Pour ceux qui ont des poêles à bois ou à granulés et une cheminée, bingo, vous avez le jackpot. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau chauffage? Vous pouvez investir dans un chauffage à pétrole ou un chauffage à gaz. Donc, pour ceux qui connaissent, les espèces de super grosses lampes là, qui servent de chauffage et qu'on branche directement sur la bouteille de gaz. Mais attention, encore une fois, pour ces dernières solutions, prudence aux accidents. Donc, n'oubliez pas l'extincteur pas loin, ça serait pas mal.
Bon, j'ai repris ma super tablette pour vous lire au fur et à mesure. Service public, perturbation, voire indisponibilité. J'ai envie de dire, c'est déjà un peu le cas. Entre les déserts médicaux, les urgences qui sont saturées, le SAMU qui se déplace en cas d'extrême nécessité. On a vu ce que ça donnait dans certains cas où il n'était pas intervenu, oui, où malheureusement la situation a été dramatique. Pour ce qui est des forces de l'ordre, bah, pas assez d'effectifs. Ils interviennent vraiment quand c'est en cas d'extrême danger, et encore. Il y en a. J'ai vu ce que d'autres youtubeurs et preppers avaient fait sur ce sujet. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Il y en a. Bon, en fait, il n'y a personne qui en parle. Mais en cas de situation dégradée, dites-vous, est-ce que vous êtes en mesure de vous défendre, vous et votre famille? Il y a pléiade d'outils qui peuvent être utiles. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? J'ai envie de vous dire, c'est propre à chacun. Et à vous de savoir lequel choisir, et surtout de bien connaître la loi. Surtout en cas de légitime défense et d'intrusion de domicile. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans une prochaine vidéo, d'où la défense du domicile. En cas d'intrusion. De gros guignols qui veulent tout vous piquer. Bon, on a quoi dans notre kit? Des médicaments, une trousse de secours, des lunettes de vue. Essentiel, on est d'accord. Alcool, gel hydroalcoolique, masque, pansement, compresse. Les médicaments, ben, c'est bien. C'est un bien grand mot pour dire tout et n'importe quoi. Déjà, j'ai envie de vous dire vos traitements si vous en avez. Après, pour moi, les bases. Paracétamol, antihistaminique, antidiarrhéique. Quand on a la chiasse, ça peut aller très vite et ça peut être très chiant, c'est le cas de le dire. Anti-inflammatoire et puis de l'arnica en granules. Les petites granules homéopathiques là. Ça, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la trousse de secours, pour la plupart, elle reste à peaufiner. C'est pareil, ça, vous avez des vidéos sur la chaîne que je vous conseille d'aller voir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Je ne dis pas de bêtises. Pansement, bandage, et puis bah c'est tout. Voilà. Avec ça, vous allez aller loin, j'ai envie de vous dire. La base, quand vous commencez à soigner une blessure, c'est d'être muni de gants chirurgicaux. Pourquoi? Eh ben, pour pas contaminer déjà une plaie, et surtout pour pas vous contaminer vous en fait. Les gants chirurgicaux, les gants en latex ou en nitrine, ça à mettre dans une trousse de secours. Qu'est-ce que je mettrais encore? Du sérum physiologique pour nettoyer le nez, les plaies, les yeux. De l'éosine rouge, c'est un antiseptique. Des pansements pour brûlure, je sais plus comment ils appellent ça, la bencharia, un truc comme ça. Le cicatril, ça favorise la cicatrisation. Pince et pieds, ça peut être pas mal. Un tire-tique, on ne sait jamais. Thermomètre, très bien quand on a de la fièvre. Un scalpel, pareil, pour enlever, je sais pas moi, un truc à la con, une écharpe, un truc comme ça. Des fois, juste un scalpel ou une petite aiguille. Et puis après, ça va être garrot, pansement compressif, kit de suture, mais c'est pareil, il faut être formé. Le plus important, c'est oui d'avoir de le matos, mais il faut savoir s'en servir. Formez-vous aux gestes de premier secours, soyez capable un minima de prodiguer les premiers gestes, de savoir faire un massage cardiaque, soyez capable de suturer, poser un garrot. De toute façon, il n'y a pas de secret. Plus vous serez formé et plus vous serez opérationnel. Circulation. Perturbation très grave de la circulation. Mais là, en fait, mis à part avoir un hélico, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Sans déconner.
D'où l'importance d'avoir un minimum de stock chez soi. Si vous êtes vraiment dans l'incapacité de bouger et que, je sais pas, vous avez une inondation ou autre chose qui vous rend... Enfin, voilà, vous pouvez plus quitter la maison, vous pouvez pas faire un pas dehors, c'est mort. Ben, mis à part du stock, et puis avoir un minimum de connaissances pratiques pour pas aller à tout ce que vous pouvez en fait. Hein, on en revient sur les soins. Si jamais il y a quelqu'un qui se fait un petit bobo, et puis si vous ne pouvez pas sortir, les toubibs ne peuvent pas venir. Donc pensez à ça. Nourriture. Difficulté pour conserver les aliments et se nourrir. Réfrigérateur qui ne fonctionne plus. Ben, si on n'a pas d'électricité, c'est clair, elle ne va plus fonctionner. Hein. Bon. Ils nous disent d'avoir de la nourriture non périssable. Non, je déconne pas, hein. J'ai bien vu, je suis pas folle. Bon, en même temps, si la tablette elle fonctionne pas, on va pas faire grand chose, mais bon. Donc, ils nous disent d'avoir de la nourriture non périssable. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Conserve, des petits pots, du lait infantile, café, thé, nourriture pour animaux qui ne nécessite pas de cuisson. Je pense que je vais vraiment finir par m'énerver. Donc, pas de cuisson, on est d'accord? Et pourtant, hein, dans le matériel de base, là, hein, je vous mettrai, un gros plan en montage vidéo. Dans le matériel de base, il nous conseille d'avoir un réchaud. Donc, privilégier la nourriture non périssable en conserve. Hein, d'accord? Donc, en fait, vous bouffez froid. Mais quand même, vous avez un réchaud. Alors, sans recharge, en tant qu'à faire, parce que, c'est voilà. Hein. je sais même pas quoi dire. Donc, vous avez le droit de bouffer de la conserve, mais froide. Hein. A priori, ils connaissent pas les rapports caloriques. Hein. Il n'y a pas que les boîtes de conserve, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous avez les plats lyophilisés, qu'est-ce que vous avez vous avez une multitude de choses, en fait. Hein. Les pâtes, le riz, les lentilles, les légumes, et les fruits secs. Puis, ouais, les plats lyophilisés, quoi. Enfin, mais pour ça, il faut les cuire. C'est mieux. Hein. Tant qu'à faire. Donc, encore une fois, c'est pas cohérent. Est-ce qu'on fout le réchaud dans le sac, on évacue, ou est-ce qu'on a un réchaud pour rester chez soi, en fait? L'eau. C'est pareil. Est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? 6 bouteilles fois le nombre de personnes à charge. D'accord? Je vais essayer de garder mon calme. Hein. Il faut savoir que normalement, on consomme 2 litres d'eau par jour. D'accord? Vous allez me dire que c'est ok, 6 litres pour 72 heures. Est-ce qu'on parle... Est-ce qu'on parle de l'eau qu'on utilise pour la bouffe? Et est-ce qu'on parle de l'hygiène? Parce que c'est quand même un petit peu important, non? C'est un point qui est super important et qui est cependant pas évoqué dans tout ce bordel. C'est pas évoqué l'hygiène, mais on va y revenir plus tard. Donc, vous avez 6 litres d'eau déjà. Alors, c'est pareil, 6 litres d'eau par personne. Est-ce que je le mets dans mon sac pour évacuer, là, les 6 litres d'eau? Oh, putain. Ils ont fait maths plus... je sais pas combien, en fait. Bref. Donc, admettons que vous avez vos litres d'eau, d'accord? Donc, les animaux, j'ai pas dit tout à l'heure, mais il fallait prévoir la bouffe pour animaux. Cool. Mais par contre, ils n'ont pas parlé de l'eau pour les animaux. Donc, ils ont le droit de mourir de soif. C'est... Voilà. Et sachez au fait que quand vous avez plus d'électricité, bah, l'eau du robinet, niette les gars, hein. C'est pas possible. Plus d'électricité égale pas d'eau au robinet. C'est pour ça qu'il faut envisager des autres solutions. Le stock d'eau. Le stock d'eau, on n'en a jamais assez. Vous pouvez récupérer l'eau de pluie. Investissez dans des collecteurs, hein, des collecteurs d'eau de pluie.
Bon, ça coûte pas super cher et puis vous pouvez faire plein de choses avec. Notamment arroser le potager. Si vous avez une source d'eau, un puits, super, un rivière ou un lac pas loin peut-être, bah, vous aurez une source d'eau infinie. Après, vaut mieux la filtrer. Donc bah, c'est soit on la chauffe, hein, on la fait bouillir. Après, vous pouvez investir, pourquoi pas, dans une paille filtrante ou un filtre à gaz vitré, genre les Berkey, hein, et, qui vont permettre de vous purifier l'eau. Et puis, vous aurez de l'eau super propre. Et puis, pas besoin de stocker ad vitam aeternam. Vous allez au lac, vous prenez votre petit seau, vous remplissez des bidons. Et puis, bah hop, on la filtre et voilà. Mais voilà, l'eau, c'est super important. Faut pas négliger ce point-là surtout. Approvisionnement. Difficulté d'approvisionnement dans les grandes surfaces et dans les stations-service. Restriction ou pénurie de carburant. On a vu ça pendant les grèves et on a vu ça pendant la pandémie du Covid. Il faut savoir que les magasins n'ont pratiquement pas de stock. Allez, 2-3 jours max. Si cela va au-delà de 3 jours, ça va être super compliqué pour se procurer déjà les produits de première nécessité. Ça va venir un réel problème. Bon, vous avez votre stock d'eau, vous avez votre stock de nourriture. Est-ce que vous avez pensé au stock de carburant? Si vous devez transporter un de vos proches à l'hôpital et que vous n'avez pas de carburant dans le véhicule, vous allez faire comment en fait? Comment vous allez faire pour vous rendre à l'hosto? Ça va être pareil, ça va être compliqué ça. Moi pour ma part, je veille toujours à avoir au moins la moitié du réservoir de rempli. Ça permet déjà de couvrir pas mal de kilomètres, d'aller à un hôpital en cas d'urgence, de rejoindre votre domicile si jamais vous êtes au taf ou un truc comme ça, d'évacuer. Pensez à avoir un stock de carburant chez vous, ceux qui peuvent, ceux qui sont pas en appart. Et je vous sortirai bientôt justement une vidéo aussi là, sur le fait d'avoir un peu de stock de carbu à la maison. Ça peut être vachement pratique et puis ça peut vous sauver de certaines situations. Secours. Difficulté à téléphoner et à obtenir des secours. Ah, déjà qu'en temps normal, c'est super compliqué. En plus de ça, si les lignes sont saturées ou si les réseaux tombent, c'est mort. D'où l'importance de vous former au premier secours. Je martèle, formez-vous. Les réseaux, panne de réseau téléphonique et Internet. Mon Dieu. Alors là, c'est la déchéance totale. Vous verrez que si les réseaux tombent, le monde va s'arrêter de tourner. Et on va vite redevenir des moyenâgeux. Vous devrez compter que sur vous-même. C'est pour ça que la petite radio, là, c'est pas mal. Restez un minimum informé via une radio à pile ou les radios, c'est un petit peu gadget, hein, mais les radios solaires et à manivelle. Ça vous permettra d'être encore plus autonome. Vous aurez plus d'autonomie avec la petite radio à manivelle. Mais restez informé, c'est super important. Pareil, s'il y a une panne de réseau, c'est pareil, c'est des vidéos que j'ai publiées il n'y a pas longtemps sur le fait d'avoir un point de chute. D'avoir un point de chute commun et parlez-en autour de vous, de vos proches. Si jamais si vous avez une panne de réseau, qui arrive une rupture de la normalité, vous n'arrivez pas à vous joindre, comment vous faites? Comment vous faites en fait? Donc c'est super important d'en parler et de mettre au point des stratégies d'évacuation ou des stratégies de ralliement. Ça non plus, c'est pas à négliger. Bon, la suite, transport public à l'arrêt. On s'en fout un peu, non? Ça va pas être ma priorité, hein, Bref, paiement. Dysfonctionnement ou panne des moyens de paiement. Et ils nous préconisent quoi dans le super kit?
Argent liquide. Liquide, enfin, ouais, vous voyez, hein. Pas liquide, liquide, quoi. C'est bien, mais quel montant? Parce que je suis sûre qu'il y en a certains, ils vont dire: «Ouais, j'ai 10 balles, ouh, j'ai de l'argent liquide». Va peut-être falloir prévoir plus que ça, à mon avis, hein. Pour moi, il faut avoir une somme assez conséquente. Si la situation perdure, vous aurez que du cash à dispo. En petite coupure de préférence, ça permet de faciliter les transactions. Ne sortez pas de gros billets afin de ne pas attiser les convoitises. À l'époque, claquer au buraliste du coin, hein, un billet de 200. Je pense que les gigolos qui seront à côté, ils vont être contents de voir le billet de 200. Surtout franchement, qu'il y a une rupture de la normalité, on se dira: oh putain, si on va le suivre, on va aller braquer sa baraque. Bref, au domicile, si vous avez du liquide, cachez-le, laissez pas dans un endroit trop facile d'accès. Si jamais vous êtes victime d'un cambriolage, autant vous dire que ça sera du pain béni pour les cambrioleurs. Dans l'absolu, dans quelque chose d'inifugé, ça évitera de voir votre argent partir en fumée, au sens propre du terme, si jamais il y a un incendie. Bon, on n'en parle pas dans ce manuel, mais moi je vais en parler. L'hygiène. L'hygiène, c'est primordial dans une situation dégradée. C'est inconcevable pour moi qu'ils en parlent pas là-dedans, en fait. L'hygiène corporelle et domestique, ça permet d'éviter les maladies, les infections. C'est pas avec le misérable savon qui nous fout dans ce kit, en fait, qu'on va faire grand-chose. Faites un stock de savon. Pour l'hygiène corporelle, vous pouvez adopter d'autres systèmes, hein, pour économiser l'eau. Vous pouvez les lingettes bébés ou les lingettes tout court. Pour la petite toilette, c'est pas mal. Des shampoings pour les cheveux, des shampoings secs pour les cheveux, là, super. Pour l'hygiène domestique, vous pouvez mettre en place des assiettes en carton, des couverts jetables. Pareil, vous les foutez à la poubelle et puis ça économise l'eau, hein. Puis c'est cool, on ne fait pas la vaisselle. Pour la lessive, parce qu'on faut en parler quand même. Si vous restez bloqué un mois dans votre domicile, la lessive, vous n'allez pas faire une machine, surtout s'il n'y a plus de jus, hein. Mais au moins les sous-vêtements, hein, c'est cool de garder une bonne odeur corporelle. Mais pourquoi pas avoir de la lessive à main ou un savon de Marseille? C'est tout con, hein, c'est des trucs, mais il faut y penser. Et on en parle de l'hygiène des nourrissons et de l'hygiène féminine. Là-dedans, on n'en parle pas. Les couches, si votre enfant il fait encore au lit, hein, ou qu'il est pas encore propre. Et c'est pareil, les menstruations des femmes, on en parle. Ça serait cool d'avoir un stock de couches, pardon, des serviettes hygiéniques, des tampons, et pourquoi pas une cups, hein, pour ceux qui connaissent, enfin celles qui connaissent, ceux qui connaissent, ça serait bizarre. Enfin bref. Mais enfin, c'est. Voilà. Je trouve ça aberrant en fait qu'on parle pas de l'hygiène dans ce putain de manuel. Excusez-moi, hein, mais ici, il y a des trucs, c'est juste hallucinant en fait. Le reste, qu'est-ce qu'ils nous mettent que j'ai omis de vous dire dans ce super kit, armoire et sac à dos. J'adore. Bon, les livres et les jeux. Alors yes, pour pallier à l'ennui, surtout quand il n'y a plus d'électricité et qu'on ne peut pas regarder la télé, n'est-ce pas? Ou jouer à la console, ou scroller des vidéos sur TikTok. Franchement, c'est bien. Alors, si c'est dans un sac d'évacuation, on va pas mettre le Monopoly, Docteur Maboul et tout ce qui s'ensuit. On va mettre un jeu de cartes ou un jeu de dés. Mais à la maison, avoir une multitude de jeux pour jouer en couple ou avec vos proches, mais avec les enfants pour les occuper. Des crayons de couleur pour faire des dessins. Les livres, qu'ils soient variés en histoire, ça vous permet de vous évader et de penser à autre chose. Et puis, pour apprendre une multitude de choses aussi. Mettez votre temps à bon escient.
Après, qu'est-ce qu'on a encore? Les lunettes. Les lunettes pour allumer un feu. Non, les lunettes, ouais, enfin, OK. Pourquoi pas des lentilles à ce tarif-là? Qu'est-ce qu'on a encore? Des photocopies des documents essentiels. OK. Dans un sac d'évacuation. OK. Ça, d'accord. Autrement, enfin, délocaliser chez un proche, parce que j'ai mes papiers sur moi, donc je vois pas l'utilité. J'ajouterais même une clé USB. Clé USB, cryptée avec tous les papiers importants. Alors quand je dis tout, c'est tout, quoi. Enfin les dossiers médicaux, carte d'identité, le bail de location ou, votre achat de maison, enfin bref, tous les trucs essentiels en fait, sur clé USB. Parce que, le papier c'est lourd à tramaler, hein. Et idem pour le double des clés. Dans le sac d'évacuation, OK. Délocaliser chez quelqu'un, OK aussi. Bon allez, je vais me faire violent, je vais continuer avec vous, hein. Donc on va passer à la page 10. Communiquez avec vos proches et construisez une communauté d'entraide et de solidarité. Identifiez vos proches qui pourraient avoir besoin d'aide et définissez un moyen de rester en contact en privilégiant les messages pour ne pas saturer les réseaux de communication. N'oubliez pas que les réseaux téléphoniques et Internet pourraient ne pas fonctionner. Donc comment on fait pour rester en communication avec ses proches? Bref, on envoie des signaux de fumée peut-être. Si certains de vos proches ont besoin d'aide spécifique, anticipez les moyens de vous porter à leur chevet ou identifier quelqu'un qui pourrait le faire pour vous. Alors ça, par contre, je suis d'accord. Alors, aller à leur chevet, OK, si c'est possible, c'est toujours pareil. On ne sait pas ce qui peut arriver, une route coupée, une inondation, bref. Si on a la possibilité de le faire, oui. Par contre, avoir quelqu'un à dispo, un voisin, un ami, un proche de la famille, qui peut se rendre sur place pour voir si tout va bien, ça, c'est pertinent par contre. Prenez un temps d'échange avec votre famille. À quel risque pourriez-vous être amené à faire face? Ça, c'est très important aussi, je suis d'accord, faut en parler. C'est pas un sujet tabou, hein. Puis après j'entends, hein, il y a certains proches qui vont dire: «Ouais, mais non, ça n'arrive jamais». Si, en fait, ça arrive. Donc même si, ils prennent ça à la légère, parlez-en quand même. En cas de crise majeure, la solidarité et l'entraide sont essentielles. Votre premier cercle est l'espace naturel pour constituer ce réseau. Voyez avec eux les moyens de vous porter assistance. Alors, c'est à double tranchant. C'est soit ça va être la loi du plus fort pour des rouleaux de PQ, on l'a vu hein, pendant la Covid-19. Mais ah oui, c'est vrai que tous les voisins ne sont pas des barjots. Vous allez voir que dans un premier temps, survivre tout seul, c'est bien. Avoir une entraide collective, c'est mieux. Donc, il faut avoir du lien social. C'est pas primordial, mais c'est d'une grande aide. Donc, parlez à vos voisins, c'est important. Qu'il s'agisse d'un voisin ou de collègues, vous pouvez trouver des points d'appui ou de soutien réciproquement repérer autour de vous, dans votre immeuble ou votre quartier, des personnes isolées. Je vais être dégueulasse. Mes proches, oui. Les autres, si je peux, oui, mais je me mettrai pas en danger pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais ça, c'est mon choix à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Formez-vous aux premiers secours et apprenez à prodiguer les gestes d'urgence. Oui, encore oui. Bon, ça va, je commence à me réconcilier avec ce super guide. Ou tout au moins sur ce sujet-là. En cas de crise majeure, les services de secours pourraient être débordés ou difficiles à joindre immédiatement. Le meilleur moyen de vous protéger et de protéger vos proches est de renforcer votre préparation.
Inscrivez-vous à une formation aux gestes qui sauvent en premier secours. Massage cardiaque, utilisation d'un défibrillateur automatique, pose d'un garrot, tourniquet, etc. Oui, formez-vous. Formez-vous déjà, vous avez le droit à une formation SST au sein de votre travail. Il faut en faire de la demande. Et puis après, hein, c'est marqué là de toute façon. Vous pouvez aller à la Croix-Rouge, la protection civile. Faites des formations. C'est super important, faites des formations. C'est important que ça soit pour vous et vos proches dans un lieu comme votre domicile. Un accident, c'est toujours vite arrivé. Et puis en dehors, accident de la route, malheureusement terrorisme, faut être prêt. On passe au deuxième chapitre. Bien protégé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Informez-vous sur les risques et les menaces et sur les comportements à adopter pour y faire face. On est d'accord. Soyez prêts à faire face aux risques. Risques naturels. Alors, je vous lis au fur et à mesure et puis je vous dis ce que j'en pense et ce que moi je ferai. Inondation. Ne prenez pas votre voiture, quelques centimètres d'eau suffisent à emporter une voiture. Oui, je suis d'accord avec ça. Ne descendez pas dans les sous-sols ou les parkings souterrains. Ça peut porter à rire, mais on en a vu, je sais plus, ça s'est passé il y a quelques années où il y a eu des grosses inondations et les gens étaient partis chercher leur véhicule dans les parkings souterrains. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont noyés. Donc c'est bien de le rappeler. Coupez si possible et sans vous mettre en danger les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage. D'où l'importance de connaître sa maison et de savoir comment elle fonctionne. Éloignez-vous des cours d'eau, des berges et des points. Restez à l'abri. N'évacuez votre domicile que sur ordre des autorités. Renseignez-vous sur les sites de Météo France. Évacuez votre domicile sur ordre des autorités. Connerie. Mais pure connerie. Donc si les autorités ont du mal à accéder à votre domicile ou votre quartier ou autre, vous allez rester comme un couillon chez vous et puis advienne que pourra. Non, enfin il y a un moment donné, si votre vie elle est en danger, vous évacuez. Vous attendez pas que Google vienne vous chercher en fait. Non, c'est de la connerie pure et dure ça. Excusez-moi, hein, j'ai un franc-parler, mais il y a des choses, ça me... Voilà. Hein. Météo France, renseignez-vous sur les sites de Météo France. Oui, si on n'a pas accès à Internet ou autre, ça va être compliqué. Bref. Ensuite, feu de forêt. En attendant les secours, restez ou mettez-vous à l'abri. Ne prenez pas votre voiture, bouchez les aérations et les bas de porte pour empêcher l'entrée des fumées toxiques et des flamèches. Couvrez-vous le nez et la bouche d'un linge humide pour vous protéger de la fumée. C'est pareil. Donc vous attendiez que vous cramez. J'ai envie de vous dire, si le feu il est à droite et que vous pouvez déguerpir à gauche, vous prenez le véhicule et vous vous dégagez en fait. Vous attendez pas que les flammes arrivent sur vous. Hein. C'est pareil que pour l'autre. Enfin, il y a un moment donné, il faut être cohérent. Mais bon, si vous pouvez pas évacuer, évidemment, il va falloir mettre ça en place. Mais si vous pouvez évacuer, vous attendez pas les secours, quoi. On est bien d'accord. Ensuite, mouvement de terrain. Éloignez-vous des zones à forte pente. Tant qu'à faire. Séisme. Pendant les secousses, abritez-vous près d'un mur, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides. Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, éloignez-vous du bâtiment, ne restez pas près des lignes électriques. En voiture, ne sortez pas et arrêtez-vous à distance des bâtiments après les secousses. Après les secousses, sortez du bâtiment, éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer, éloignez-vous des côtes. Un séisme peut provoquer un tsunami. Oui, d'accord. Je sais même pas quoi dire, bref. En gros, oui, mais un tsunami par chez nous, faut pas exagérer quand même. Tempête et orage.
Abritez-vous dans un bâtiment solide, ne stationnez pas sous un arbre isolé, fermez les portes, fenêtres et volets, éloignez-vous des baies vitrées. Je suis d'accord. Éruption volcanique en Outre-mer. En cas de nuages de cendres ou émission de gaz, confinez-vous ou couvrez-vous le nez et la bouche d'un linge humide. Et suivez les informations émises par les autorités. Préparez-vous à une évacuation sous ordre des autorités. C'est pareil. Si les autorités ne peuvent pas venir jusqu'à vous et que vous avez possibilité d'évacuer, vous attendez pas, vous évacuez. Bref. Risque technologique et industriel. Accident nucléaire. Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment, fermez et calfeutrez les portes et fenêtres et coupez les ventilations. Si vous êtes dans un véhicule, rejoignez un bâtiment, ne touchez pas aux objets situés à l'extérieur, les véhicules par exemple. Sous instruction du préfet, uniquement prenez un comprimé d'iode. Non mais c'est une blague. Déjà, je vais commencer. Si vous voulez vraiment être renseigné sur les risques nucléaires, lisez un super bon livre qui s'appelle NRBC de Piero San Giorgio, n'est-ce pas? Et ça sera plus approfondi que ce qu'il y a là-dessus. Prenez un comprimé d'iode uniquement si le préfet le dit. Non, mais c'est une blague en fait. Donc le préfet, s'il n'y a pas moyen de communiquer, prenez votre comprimé d'iode, vous ne prenez pas, puis vous risquez une multitude de choses. Bah non, en fait. Dès que vous entendez qu'il y a quelque chose, une catastrophe nucléaire qui est en cours, bah vous prenez ce comprimé d'iode. J'ai mon chien qui est en train de rêver. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est normal. Donc, nous, on se situe dans une zone où il y a une centrale nucléaire. On a les comprimés d'iode. S'il arrive quoi que ce soit, déjà, on va avoir une alerte sur le portable. Et si on entend ça aux informations, le premier truc qu'on fera, c'est de prendre ce putain de comprimé, en fait. Pour connaître... Alors, je continue. Pour connaître les risques naturels et technologiques qui concernent votre quartier, rendez-vous sur www.georisque.gouv. Oui. Ça, oui, ils ont un truc pas mal qui répertorie notamment les centrales nucléaires. Préparez votre plan individuel de mise en sûreté. Vous identifierez les risques qui vous entourent et les comportements de sauvegarde appropriés pour être moins vulnérable si un événement survient. Ok. Ah, j'ai oublié quelque chose. Avant, pour connaître les risques, machin, j'ai oublié les accidents industriels. Qu'est-ce qu'ils disent? Accident industriel, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment, fermez les portes et fenêtres, calfeutrez les ouvertures et les aérations, coupez les ventilations, éloignez-vous des fenêtres en cas de gêne respiratoire, respirez à travers un linge humide, ne fumez pas. Bref, ne fumez pas, ok. Évitez toute flamme ou étincelle, pardon, c'est le fumez pas, ça m'a séché. Si vous êtes dans votre véhicule, rejoignez un bâtiment, ok. Tout ça pour ça. Donc, alors, pour connaître les risques, machin, je viens d'en parler. Qu'est-ce qu'on a encore? Risques sanitaires. Cas de la Covid-19 ou de la grippe. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Non, c'est pas du savon ou du gel hydroalcoolique, c'est lavez-vous les mains avec du savon et ensuite passez-vous du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, ça n'a jamais servi à se laver les mains. Faut bien faire le distinguo. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Ok. Couvrez-vous le nez et la bouche quand vous éternuez. Aérez régulièrement les pièces où vous vivez. Portez un masque. Ok. Cas de grippe aviaire. Lavez-vous systématiquement les mains après contact avec les animaux. Ça aussi, ok. La suite. Soyez prêts à faire face aux menaces. Attention, ça rigole plus. Soyez prêts à faire face aux menaces.
Cyberattaque et désinformation. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait que je fasse une vidéo carrément sur ça, en fait, sur la désinformation. C'est un grand sujet. Cybermalveillance. Respectez une hygiène informatique, renforcez vos mots de passe, effectuez régulièrement les mises à jour, utilisez un antivirus, méfiez-vous des messages inattendus, rendez-vous sur www.cybermalveillance.gouv.fr pour en apprendre davantage. Si vous êtes victime de cybermalveillance, consultez le 17 Cyber, www.17cyber.gouv.fr pour obtenir de l'aide. Ce qu'ils viennent de dire là, c'est ce qu'on fait généralement en fait. Faire gaffe aux mails malveillants, hein, pas cliquer sur le super mail de attention, vous êtes un pédophile notoire, vous êtes contacté par le gouvernement italien, espagnol et autres, hein, bref. Vous cliquez pas dessus, c'est pas bien. Les mots de passe, bah oui, il faut renforcer les mots de passe, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, on fait régulièrement. Mais bon, c'est quand même bien de le rappeler. Manipulation de l'information. Ce que le gouvernement ne fait pas, hein, bien entendu. Vérifiez la source des informations avant de les rediffuser. Soyez attentif à l'auteur et la date de l'information. Vous pouvez signaler tout contenu illicite sur la plateforme dédiée Pharos, www.internet-signalement.gouv.fr. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à Internet, vous pouvez également vous rendre au commissariat, à la gendarmerie ou en mairie. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai vu un truc de la désinformation. Je voudrais porter plainte. Je voudrais bien voir la gueule du keuf en face de vous qui va prendre le dépôt de plainte. Voilà. Hein? Donc, faire un signalement sur Internet, oui. Aller en mairie ou à la gendarmerie ou autre, je pense qu'ils vont se foutre de votre gueule si jamais vous allez leur dire j'ai vu un truc pas net. Enfin, bref. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, menaces terroristes au quotidien. Soyez vigilants et lorsqu'une combinaison d'indices laisse présager une radicalisation, prévenez au... Alors là, notez-le dans le répertoire parce que si vous arrivez à vous souvenir du numéro 0800 005 696. Numéro vert, gratuit et anonyme. Ok. Qu'est-ce qu'une radicalisation? Qu'est-ce qui laisse envisager d'une radicalisation? Ça aussi, ça serait pas mal de savoir exactement ce qu'ils entendent par signe de radicalisation. Réagir en cas d'attaque, en fonction des circonstances. S'échapper et aider les autres personnes à s'échapper. Se cacher. Enfermez-vous et barricadez-vous. Mettez votre portable en silencieux. Oui. Foutez pas... Enfin, après, dans l'action, il faut y penser à mettre son portable en silencieux. Hein, c'est toujours pareil. Lorsque cela est possible, résistez en tentant de neutraliser les terroristes à plusieurs ou de distraire l'adversaire. Criez. Tout en vous protégeant avec un bouclier de fortune, sac vêtements enroulé autour de l'avant-bras. Alors, il faut savoir que oui, avant les attentats du Bataclan, avant les attentats tout court, ils nous disaient en fait de se barrer. Maintenant, ils incitent la population à résister. Il faut le savoir. Ça, c'était un truc qu'on ne voyait pas avant. Sincèrement, résister, faire ma vie d'abord, quoi. Hein, c'est con à dire, hein, mais faire résister, si vous êtes comme un con tout seul et que l'autre devant vous, il a une calache, enfin, le choix, il est vite fait, quoi. Je vais pas aller... Bonjour monsieur, est-ce que je peux te coller une mandale? Et on en reparle après. Enfin, voilà, quoi. Et il faut être un peu lucide et logique.
Ensuite, dans le coin d'adresse, qu'est-ce qu'on a? Rendez-vous sur www.masécurité.intérieur.gouv.fr. Ce service vous accompagne vers la démarche en ligne, le service ou l'information correspondant à votre besoin si vous êtes victime ou si vous souhaitez signaler un fait ou simplement vous informer. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'informations, si vous voulez faire de la dénonciation, allez-y, je vous en prie. Menace en lien avec un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national. Il faudrait peut-être commencer à défendre l'intérieur avant de défendre l'extérieur. Dans l'hypothèse d'un engagement majeur de nos forces armées dans des opérations défensives en dehors du territoire national, la France serait plus que jamais la cible de manipulation de l'information de la part de nos opposants, cherchant à déstabiliser la cohésion nationale. C'est vrai qu'on a une putain de cohésion nationale. Soyez attentifs et ne propagez pas de fausses informations. Que nini. La France devra compter sur chaque citoyen, que ce soit par un engagement au sein des forces armées, au sein de diverses réserves opérationnelles ou encore apportant votre concours volontaire pour contribuer à faire fonctionner le pays partout où vos compétences pourraient être utiles. On revient à la Seconde Guerre mondiale où on demandait un effort aux citoyens. C'est totalement ça. Hein. Une organisation, alors résister aux rumeurs et à la désinformation, excusez-moi. Une organisation ou un État hostile à la France pourrait tirer parti d'une situation de crise pour chercher à aggraver le désordre. En manipulant l'information, ses adversaires veulent attaquer notre force de résistance morale et empêcher les pouvoirs publics d'agir efficacement. À l'heure de l'intelligence artificielle, de fausses vidéos pourraient également être diffusées sur Internet. Pour démasquer les manipulations de l'information de l'adversaire en situation de crise, posez-vous toujours les questions suivantes. Qui a envoyé cette information? La source est-elle officielle? Cette information est-elle publiée dans un grand média national qu'on ne pourrit pas d'argent public pour le faire fonctionner, n'est-ce pas? Quel est le but de cette information? En situation de crise majeure, les autorités diffuseront régulièrement des messages sur les canaux officiels du gouvernement, de la préfecture ou de la mairie. Consultez les chaînes de radio et de télévision. Surtout BFM, d'accord? Où vous aurez les vraies informations. Hein? Ok. La désinformation, il faut savoir que c'est pas non seulement nos ennemis et nos ennemis potentiels qui font de la désinformation. C'est aussi à l'intérieur de nos gouvernements qu'il y a de la désinformation. Je ne veux pas être complotiste, mais si vous avez un œil assez aiguisé, vous pouvez voir certaines choses, hein, comme je dis, sans être complotiste. Ouvrez les yeux et ouvrez vos esprits. La suite, n'oubliez pas, en situation de crise, n'écoutez et ne prenez en compte que les annonces des pouvoirs publics, via les canaux officiels, bien sûr. Ne vous faites pas votre propre avis, écoutez ce que le gouvernement a à dire. Surtout, informez-vous par d'autres sources. Hein, et essayez de regrouper et d'analyser les informations que vous pouvez avoir. À partir du moment où il y a plusieurs médias qui disent une chose et que sur certaines raisons vous voyez d'autres choses, c'est peut-être parce que justement tout n'est pas clair. Mais c'est mon humble avis après. Hein. Ne propagez pas de fausses rumeurs. Si un événement grave survient, les autorités communiqueront de plusieurs façons. Radio, télé, FR alerte, etc.
surtout si on n'a plus d'électricité. On est bien d'accord. On va être vachement relayé. Bref. Il sera essentiel pour votre sécurité et celle de vos proches d'être à l'écoute, de respecter les consignes, de ne pas téléphoner inutilement pour laisser les lignes libres au profit des secours. Alors oui, respectez les consignes, j'ai envie de dire, arrêtez de faire les moutons. Il y a un moment donné, réfléchissez par vous-même. Ensuite, connaître les signaux d'alerte. En France, nous avons plus de 5000 sirènes. Elles sont testées tous les premiers mercredis du mois. En cas d'alerte, elles déclenchent un signal sonore correspondant à 3 séquences d'1 minute et 41 secondes, séparées par un silence de 5 secondes. La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. Il existe un signal spécifique aux ouvrages hydrauliques de type corne de brume. Le signal comporte un cycle d'une durée de 2 minutes, durant laquelle alerte de 2 secondes d'émission et de 3 secondes de pause. Ça, par contre, c'est important de connaître les alertes. Alors, tout le monde dit oui, ah tiens, c'est le premier mercredi du mois, machin. Est-ce que vous connaissez les autres séries d'alertes? Ça peut être pas mal en cas d'inondation, en cas de perturbation majeure, en cas bah tiens, on en parlait tout à l'heure de défaillance nucléaire ou de crise nucléaire ou autre. C'est bon de savoir. Il me semble que sur YouTube, vous pouvez trouver les différentes sonneries. Ou un truc à la con, aller parler aux pompiers et demandez-leur en fait ce qu'il y a autour de chez vous. Sur quel danger déjà vous pouvez être potentiellement assujetti à faire face. Et demandez-leur en fait les différences entre les sirènes. Dispositif et faire alerte par SMS. Je vais lire et après je vais dire. Je vais dire ce que j'en pense. Si vous êtes dans une zone concernée par un danger imminent, vous pouvez recevoir une notification automatique sur votre téléphone accompagnée d'un signal sonore. Cette notification vous informera sur les événements en cours et les consignes à respecter. Oui. S'il y a une panne de réseau, comment on fait? Ben, vous n'êtes pas alerté. Bref. Après, c'est un bon système, mais s'il n'y a pas de réseau, comptez pas sur ce système-là. Hein, on est d'accord que vous n'allez jamais recevoir l'alerte. En cas d'alerte de manière générale, il nous faut un petit récap. 1. Véhicule, ne restez pas dans votre véhicule. 2. Les fenêtres, ne restez pas près des fenêtres, ne les ouvrez pas. On est d'accord. Feu, n'allumez pas de flamme. Feu, n'allumez pas de flamme. Ok. 4. Abri, ne sortez pas dehors et ne quittez pas votre abri sans consigne des autorités. Si vous êtes à l'extérieur, rejoignez un bâtiment. 5. Téléphone. Évitez de téléphoner afin de laisser les réseaux disponibles pour les services de secours. Ça, on est d'accord. Consigne. 6. Consigne. Tenez-vous informés et respectez les consignes des autorités diffusées sur les canaux officiels. Consultez les chaînes de radio et de télévision. Faites les moutons, écoutez ce qu'on vous dit. Ou pas. Enfin, il y a un moment donné, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Consigne, restez chez vous, restez à l'abri, vous inquiétez pas, les autorités arrivent, tout va bien se passer. Vous n'allez pas attendre via aeternam, si jamais il y a une inondation et qu'il faut évacuer, vous évacuez. Bref. 7. Établissement scolaire, je vais y arriver. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques ou les secours. Les établissements scolaires disposent de plans particuliers de mise en sûreté. Excusez-moi, pour ceux qui sont mamans, enfin pour celles qui sont mamans et ceux qui sont papas, tout comme moi, ça, niette.
Hein. On sait tous que si jamais il y a quoi que ce soit dans l'école de nos gamins, la première chose qu'on va faire, hein, c'est pas de rester le cul assis sur une chaise, c'est d'aller les chercher. Moi, je retourne l'école, mais je veux mon enfant. Hein. Je pense que je parle d'une seule et d'une même voix pour tout le monde. Ensuite, connaître les numéros d'urgence. Bon, ben ça, hein, normalement, on est censé les connaître. Le 15, le SAMU. Le 18, les pompiers. Le 17, police secours. 112, eh ben, c'est pour les services de secours en Europe et en France. Le 114, ça, c'est bon à savoir, non seulement pour les sourds et malentendants, on est d'accord, mais en cas de... Je vous le souhaite pas, hein, mais en cas d'attaque terroriste ou quoi que ce soit, pour être super discret. Le 114, ça permet d'envoyer un message d'urgence, mais en fait, ça fait aucun bruit. 196, urgence en mer. Voilà, on ne sait jamais si vous êtes parti sur les flots. En tout cas, je vous laisserai, je vous ferai un gros plan pareil pour voir les super numéros et la description juste en dessous. La dernière partie, tous engagés. Mobilisez-vous en rejoignant les réserves et dispositifs de volontariat. Bon, je ne vais pas tout vous énoncer, hein, tout vous lire, vous verrez. Je vous laisserai le lien de toute façon pour que vous puissiez aller voir ce magnifique manuel, ou je devrais dire guide de survie. Je vous fais un topo. En gros, ils disent qu'on a plus en plus de vilaines personnes qui viennent nous titiller, hein. Mais que nous sommes solides avec nos partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne, hein. Que l'on se prépare à de potentielles attaques et autres, et qu'on était doté de l'arme nucléaire, donc on n'avait rien à craindre. En gros, c'est les 3 premiers paragraphes. Et ensuite, ils disent tous mobiliser pour faire face. Ils disent que les forces de police, de l'armée, de gendarmerie assureront toujours la protection du pays et de la population. Plus largement, l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales et des citoyens volontaires ou bénévoles peuvent apporter leur soutien. En gros, maniez-vous d'aller vous engager. Voilà, hein, pour vous faire court. Et puis ensuite, en fait, hein, on a la liste des services des forces de l'armée et de la sécurité intérieure avec leurs super adresses internet pour que vous alliez vous engager. Et ensuite, comme ils ne savaient pas quoi foutre pour étoffer les dernières pages, ils vous ont mis des petits trucs pour noter les choses importantes. Voilà, on est arrivé au bout de notre super guide nommé Tous responsables. Que dire? Je sais pas combien ça a valu en termes de somme pour pondre pas une merde, mais un truc pareil. Parce qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont pertinentes, mais le 3/4, il est acheté, quoi. Ils ont filé ça à qui? Aux stagiaires qui traînaient dans le coin. Ils lui ont dit, écoute mon gars, prends ChatGPT, sors-nous un truc, parce que en fait, ça fait depuis le mois de juillet qu'on a prévu quelque chose à tout le monde, mais enfin, clôture-nous le dossier, quoi. Fais ça à l'arrache.com. Il y a des choses, c'est complètement incohérent. Déjà, rien que le fait de constituez-vous un kit, mettez-le dans un sac, et puis après, juste après, on voit qu'il faut le mettre dans un placard. On évacue, on n'évacue pas. On écoute sagement, on n'écoute pas sagement. Est-ce qu'on attend de se noyer ou de se faire démolir parce qu'on n'a pas entendu les paroles du gouvernement, du coup on réagit comme des moutons? Enfin, il y a des choses, ça me dépasse. Ça me dépasse. Pour en faire la comparaison avec la vidéo que j'avais sortie sur les risques majeurs,
Bah, il y a du réchauffé, hein, c'est clair. Maintenant les trucs qu'ils vous mettent en plus et ben, c'est, allez vous engager parce qu'on a besoin, de chair à canon, hein, clairement. Et puis surtout, et ben, réagissez comme des moutons. Après ça, comme je dis, c'est mon humble avis. Enfin voilà pour cette super vidéo qui va durer, plus, longtemps que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse le lien en description pour aller voir tout ça sur leur super site. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, sur ce, je vous dis soyez prêts et parés. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et à toutes.